Où va-t-il s'arrêter? Premier but en professionnel. Et quel but! La Ligue 1 change de dimension avec un tel joueur. Quelle ambiance, quel match! Geoffroy Guichard était déjà bouillant et Geoffroy Guichard va l'être encore plus. La course au titre est lancée. Bonjour à tous et bienvenue dans ce Total Foot, Total féminin avec nos deux invités aujourd'hui. Dounia Mesli, cofondatrice de Cœur de Foot, l'un des numéros 1 sur le foot féminin. Bonjour Dounia. Bonjour. Ça va? Ça va, ça va. Bon. Et à tes côtés Dounia, Stéphane Bourbon, entraîneur des gardiennes du PFC en jeunes. Ça va Stéphane? Ça va. La forme? Totalement. Au sommaire de notre émission aujourd'hui, donc spécial football féminin, on va s'intéresser tout d'abord au grand match France-Espagne. On détaillera le cas de Corinne Diacre, la nouvelle génération. Et ensuite, on enchaînera avec la tribune et on s'intéressera au football féminin, son avenir, son futur, avec la médiatisation et la professionnalisation. Allez, on va attaquer cette émission avec le grand match France-Espagne. On va donc attaquer avec ce match France-Espagne. Dounia, une première réaction sur le résultat de l'équipe de France et cette victoire face aux Espagnols? Il est satisfaisant le résultat forcément. On attendait une belle équipe de France et on a vu une belle équipe de France. Moi je peux le dire parce que j'étais à Calais. Donc j'ai vu vraiment l'ambiance, tout ce que l'équipe de France a pu faire, la prestation qu'elles ont pu avoir. Et moi ça m'a satisfait. Parce que juste avant il y avait eu France-Chili. Là, c'était un peu plus difficile de trouver les automatismes entre les nouvelles, si on peut dire, et les anciennes ou les plus habituées. Et face à l'Espagne, je pense qu'elles se sont plus libérées et elles ont marqué quand même 3 beaux buts. Et ça je pense que les supporters de l'équipe de France les remercient de leur prestation et de leur performance qui a été, pour moi, splendide. Stéphane, je sais que tu as beaucoup apprécié cette petite combinaison sur les corners de la part des joueuses de l'équipe de France sur ce match contre l'Espagne. Ouais, la petite combinaison là, qui leur a permis de marquer d'ailleurs. Très drôle, ce petit cercle, où elles ont tourné en rond. Voilà, non mais moi je les ai trouvées mieux. Je les ai trouvées... L'équipe, elle était totalement remaniée. J'ai trouvé qu'il y avait plus de cohérence et que, justement, même s'il y a eu au début du match un petit, elles se sont jaugées un peu. Elles ont jaugé leurs adversaires. Et après, elles se sont trouvées, quoi. Les connexions se sont créées et elles ont pu développer leur jeu. Dounia, tu voulais nous parler de ce match aussi avant ce France-Espagne. C'était ce France-Chili, victoire 1-0. Des Françaises, ton avis aussi sur ce France-Chili? Ouais, c'était un peu plus difficile face au Chili parce que c'était la première fois qu'on les affrontait, donc forcément, et Corinne Diacre avait fait beaucoup de changements. C'était quand même compliqué pour les joueuses de se trouver. Elles ont marqué un but difficilement, mais il est arrivé et c'était le principal. Voilà, après, face à l'Espagne, c'est une équipe qui jouait plus l'Espagne, donc forcément c'était plus facile, même s'il reste quand même des petites lacunes à corriger. Bon, ce qui a fait l'actualité cet été, c'est le départ d'Olivier Chouafny, qui a été mis de côté par Noëlle Le Graët, l'arrivée de Corinne Diacre, qui était l'entraîneuse de Clermont en Ligue 2, et on va retrouver Corinne Diacre, qui est avec les joueuses de l'équipe de France à Clairefontaine. On a à peu près une vingtaine de mois pour monter en puissance, avec une idée majeure, principale, faire un groupe compétitif pour atteindre l'objectif de cette Coupe du Monde et surtout pour être prêt en 2019. Et ça commence aujourd'hui. Une Coupe du Monde, chez nous, c'est pour la fédération, mais également pour le pays, une mise en lumière dans le monde entier. Il faut être performant. Et la performance, on l'obtient à travers quoi? À travers l'efficacité. Et l'efficacité, ça demande une forte exigence chez chacun d'entre nous. Il nous faut impérativement mettre de la rigueur dans notre comportement. Je serai intransigeante là-dessus. Alors, vos avis sur la nouvelle coach de l'équipe de France? On était obligé de changer. Olivier Chouafny, on va le dire, a réalisé un Euro à peu près catastrophique quand on voit l'effectif qu'avait l'équipe de France. Vos avis sur cette nouvelle coach, Corinne Diacre? On va commencer avec toi, Dounia. Pour moi, je suis plutôt contente qu'il y ait eu ces changements. J'attendais une femme à la tête de l'équipe de France, je dois l'avouer. Et moi, j'avais fait un article quand Chouafny est venu. Je me suis dit pourquoi Corinne Diacre n'avait pas été choisie. Et elle s'exprimait en fait sur ça. Elle avait dit qu'elle avait été prête il y a 3 ans et que
c'était compliqué pour elle juste après avec Clermont, de partir de Clermont. Et je trouve qu'elle apporte une autre vision du football et du football féminin, on peut le dire. Elle apporte cette touche un peu plus d'expérience où elle a joué, elle sait ce que c'est, elle était même capitaine de l'équipe de France A. Donc moi, je suis plutôt satisfaite de ce qu'elle fait. Elle avait marqué d'ailleurs sur ce barrage contre l'Angleterre à Geoffroy Guichard. C'était dans les débuts des filles. Stéphane, ton avis sur Corinne? Exactement, pratiquement la même chose que Dounia, où par son vécu de joueuse, de capitaine encore plus, par son expérience, elle est elle-même capable de pouvoir sans doute trouver les bons mots et d'apporter son vécu aux joueuses qu'elle va avoir en face d'elle. Mais je reste quand même sur le fait, vous avez parlé d'Olivier Chouafny, qui a réalisé, selon vous, un Euro catastrophique. Je ne suis pas certain que ça soit de sa faute. Pour moi, je pense qu'on a surcoté l'équipe de France et qu'au sein de la Fédé, on leur a mis quand même énormément la pression. Elles ont eu vraiment, sur cet Euro, une très grosse pression, j'ai l'impression. C'est mon ressenti à moi, parce que son parcours, je ne suis même pas certain qu'il ait eu une défaite en match amical. Si, peut-être une seule, je crois, où il avait réalisé un très bon... les matchs amicaux, l'Euro, enfin... Non, il avait eu aucune défaite. Différent. La première, c'était face à l'Angleterre. Mais à l'Angleterre, moi j'y étais à l'Euro et j'ai vu comment l'équipe de France réagissait avant les matchs, après les matchs. Et il a changé trop de fois de tactique et c'est ça qui a nuit aux automatismes de l'équipe de France. Même les joueuses l'ont dit elles-mêmes. Moi j'en ai discuté avec Eugénie Le Sommer en interview. Et elle m'a dit à chaque fois, à chaque match, on avait une stratégie différente. Donc c'est impossible que l'équipe elle puisse gagner comme ça. Stéphane, tu parlais de la pression de la Fédé. Ouais. Ce qui est bien avec l'équipe de France féminine, c'est que, par contre, au niveau des médias, comme ce qui se fait sur l'équipe de France A masculine, il n'y a pas une énorme pression. On est plutôt cool avec les filles. Il y a eu des résultats, voilà, ils n'ont jamais passé la 4e place en compétition internationale ou quart de finale ces dernières années. On est quand même plutôt cool avec elles. Non. Non, pas du tout. Ouais, moi j'ai lu des choses juste après l'Euro où il y a quelqu'un qui a titré qu'elles étaient désespérantes. Moi, ça m'a un peu déchirée parce que cette personne-là, elle n'a pas vu les anciens matchs, elle a vu que le quart de finale face à l'Angleterre. Donc forcément, on perd 1-0, bien sûr qu'il va dire ça. Mais moi, j'ai pas été très contente d'avoir ce genre de média qui vient et qui casse un peu les joueuses comme ça, alors que c'est pas, pour ma part, c'est pas de la faute des Bleus. Donc voilà, c'est le coaching qui a été mauvais. Stéphane? Bah moi, pour moi, elles ont eu vraiment elles ont quand même eu, si on peut voir, dans la presse, elles avaient quand même la pression. On les voyait comme favorites. C'est pas, elles n'ont pas annoncé elles-mêmes. Enfin, elles ont dit que le groupe qu'elles possédaient pouvait faire quelque chose. En aucun cas, elles ont dit nous allons gagner. Bien sûr, c'est un objectif. C'était leur objectif de le gagner l'Euro. Mais la presse a dit qu'elle pouvait. La presse a estimé qu'elle avait le groupe pour gagner cet Euro. Et moi, je pense que même la Fédé derrière, enfin, après, c'est normal avec le groupe qu'elle possédait d'avoir ces ambitions-là, mais je pense que quand même, elles ont eu la pression sur leurs épaules. Le fait qu'il y ait beaucoup de joueuses qui jouent au PSG et à Lyon, c'est aussi une forme de pression qui a été mise par les médias, ou peut-être aussi on a fait un distinguo entre les deux, et c'est peut-être pas vraiment la même chose par rapport à Paris et Lyon qui réussissent très très bien en Ligue des Champions, notamment chez les filles. C'est pas vraiment ça en fait. Je pense que c'est des journalistes qui s'y connaissent pas vraiment au foot féminin et qui ont dit ça. Même l'UEFA a mis la France en hyper favori. J'ai pas compris pourquoi l'UEFA a fait ça, mais bon, ils aiment bien la France, je pense, l'UEFA. Et voilà, c'est juste que c'est des journalistes qui s'y connaissent pas du tout, qui voient que, ils voient que Lyon et Paris, quoi. Moi, j'avais fait le tour des clubs. J'ai fait Metz, j'ai fait Guingamp, j'ai fait Lille, j'ai fait Lyon, Montpellier. C'est ça qu'il faut faire. Il faut voir tous les clubs, il faut voir toutes les joueuses, il faut voir comment elles sont avant, comment elles sont après. C'est ça, c'est tout un schéma qu'il faut prendre en compte. C'est pas juste voir Lyon et PSG en finale de Ligue des Champions et dire oui, la France est les meilleurs. Pas du tout. On va oublier cet Euro. Maintenant, il y a une nouvelle coach et on va s'intéresser à la nouvelle génération de l'équipe de France. On retrouve Corinne Diacre.
On avait une belle génération, mais cette génération n'a pas réussi à gagner quelque chose. Donc, faut qu'on aille voir un peu chez les jeunes, qui, elles, ont un palmarès, les U19 de Gilles Ekem, les U20, qui vont préparer également la Coupe du Monde en 2018. Donc, on a quelques filles quand même qui ont déjà vécu des grandes compétitions, même dans les catégories de jeunes, qui ont un certain vécu, qui ont une certaine expérience et qui, elles, ont gagné. Donc j'espère pouvoir m'appuyer sur ces jeunes-là et qu'elles nous insufflent peut-être quelque chose auprès des anciennes à qui nous manquent justement ces titres. L'objectif, c'est quand même de se mettre rapidement en mode compétition, même si on n'aura que des matchs amicaux. Mais voilà, il y aura des objectifs sur certains matchs qui seront liés en tout cas à la gagne, ça c'est sûr. Une nouvelle génération présente dans l'équipe de France. On l'a vu sur le match face au Chili et face à l'Espagne, il y a eu pas mal de remaniements par rapport à ce qu'on avait vu avant. Vos avis sur cette nouvelle génération, Stéphane, tu les côtoies au quotidien, ces jeunes joueuses, pas de l'équipe de France, mais en tout cas des jeunes joueuses du PFC. Ton avis sur cette nouvelle génération du football féminin? Alors, très bonne génération de l'équipe de France U19, U20, même U18, qui sont devenues championnes du monde, championnes d'Europe, qui ont atteint la finale là, cet été. Je pense que c'est l'avenir de l'équipe de France de foot féminin. Ça, c'est une certitude. Et de toute façon, ça ne peut être que mieux puisque maintenant, la Fédé a mis en place, il y a des pôles espoirs féminins. Ouais. Je crois qu'il y en a 7 en France, je crois. Les clubs, maintenant, les clubs professionnels sont, entre guillemets, obligés d'avoir une section féminine. Moi, j'y crois beaucoup. Je crois beaucoup en cette génération. On reparlera tout à l'heure de la professionnalisation des clubs notamment. Dounia, ton avis sur cette nouvelle génération qui arrive chez les Bleus? Je pense qu'elles sont plus dégourdies, qu'elles se posent moins de questions. Donc ça, c'est bien. Elles apportent de la fraîcheur. Et quand même, elles se conseillent par rapport aux anciennes. Moi, je peux prendre l'exemple de Grace Guillerot et Amandine Henry. Et je sais que Grace, elle écoute beaucoup ce qu'Amandine lui disait quand elle était là au PSG. Et on l'a remarqué aussi sur le terrain face à l'Espagne. Donc c'est une très très belle nouvelle. Un peu dur, Corinne Diacre, elle a raison. Mais bon, elle dit voilà, que cette génération flamboyante qu'on a eue avant avec notamment Elise Boussaglia, j'en oublie pas mal, oui, voilà, Camilla Billy, voilà, il y en a beaucoup. Bon, Sarah Boidi, on en reparlera après, Stéphane. Elle est dure ou pas, Corinne Diacre, en disant que voilà, elles n'ont rien gagné et que voilà, maintenant il y a une nouvelle génération qui arrive et qu'il va falloir faire la place pour les petites? Je trouve pas qu'elle soit dure. À un moment donné, c'est logique aussi d'apporter du sang frais. Cette ancienne génération a eu sa chance. Certains cadres sont partis. Maintenant, aux jeunes de montrer qu'elles sont présentes et qu'elles sont capables de renouveler ce qu'elles ont fait en catégorie jeune en sélection. Dounia, j'ai une petite question. Il n'y a pas meilleur que Sarah Boidi, c'est pas pour pointer. Hein. Sarah Boidi, elle est la gardienne de l'Olympique Lyonnais. Mais il n'y a pas meilleur que Sarah Boidi, parce que moi j'ai l'impression que je regarde le foot féminin depuis quand même quelques années. J'ai l'impression qu'elle fait tous les matchs, Sarah Boidi. Il y a un match de foot féminin, il y a Sarah Boidi. Moi, pour ma part, je trouve que Sarah Boidi, elle incarne quand même une certaine tranquillité, même si elle fait des petites erreurs. Elle aussi, elle l'avoue. Mais c'est quand même celle qui nous a ramené la première Coupe d'Europe U19. Je sais que ça remonte à 2003, mais c'est quand même, ça a posé quelque chose. On en a eu 4 dans toute notre histoire, si je ne me trompe pas. Donc elle a quand même ramené la première. On avait raté 3 finales, je crois. Elle nous ramène la première. Elle a été élue meilleure joueuse de ce tournoi en 2003. Donc il faut un peu respecter quand même les anciennes joueuses. Est-ce qu'après 14 ans après, on fait le parallèle sur ce qu'elle a réalisé en équipe de France 14 ans après? Après, je pense qu'il y a de la concurrence. Il y a Amélie Gérard, maintenant il y a Solène Durand, il y a même celles qu'on ne voit pas. Je pense à Mylène Chavas, tout ça, elles vont venir et ce sera de la concurrence et la meilleure, elle aura le poste, c'est tout, c'est à Corinne Diacre de décider. Stéphane? Moi j'ai un avis assez différent sur Sarah Boidi. C'est indéniable, c'est une très bonne gardienne. Elle a apporté beaucoup de choses pour l'équipe de France et à l'équipe de France, mais je pense que maintenant il faudrait un peu faire tourner. Je suis très content. Moi, j'ai vu une très bonne Méline Gérard sur son match là contre l'Espagne. Après, Dounia parlait de Mylène Chavas, la gardienne de Saint-Etienne, que moi j'aime énormément. Et l'année dernière, j'ai découvert la gardienne de l'OM qui a signé à Lyon
cet été, qui était même qui je crois était dans le groupe de l'équipe de France, quelques matchs, je crois. À l'Euro là. Voilà. Donc moi j'ai bien apprécié ces gardiennes et je pense que voilà, elle a fait son temps quand même en équipe de France. Voilà. Pauline, elle était à Lyon avant. Elle s'est formée à Lyon. C'est ça. Elle est passée à ici, Saint-Étienne, OM, Lyon. Et elle est retournée à l'OL, c'est ça. Exactement. Bon, on va passer à l'objectif pour ces filles. Il arrive très très bientôt. C'est en 2019. C'est la Coupe du Monde qu'on organise chez nous, en France. Et on va retrouver Corinne Diacre qui parle de cet objectif Coupe du Monde 2019. Et pour moi, aujourd'hui, c'est un moment très particulier. Je ne sais pas si c'est possible de décupler mon ambition tellement elle est déjà élevée. Puis une Coupe du Monde à la maison, ça va être la première fois. Ensuite, on ne sait pas dans combien de temps on aura la possibilité d'organiser encore une compétition de ce genre-là. Effectivement, il va y avoir une pression. Alors, il va y avoir une pression médiatique, il va y avoir une pression des résultats, mais à nous de faire en sorte en 20 mois qu'il n'y ait aucune pression sur cette compétition. En plus, j'espère très sincèrement qu'on sera à même d'avoir des gens qui vont être derrière nous et justement qui vont nous porter, nous supporter, nous encourager pour justement essayer de réussir ensemble cette belle compétition. Il y aura de la pression, mais il faut qu'on s'évite cette pression au maximum. Stéphane, c'est sûr, la pression elle sera présente pour les filles en 2019 avec bien sûr tout un pays qui va les regarder. Ça nous fait penser un peu à 98. C'est pas les mêmes exemples parce que les garçons avaient gagné l'Euro 84, mais là, les filles peuvent accrocher leur premier titre à la maison. Je l'espère, je leur souhaite. Maintenant, cette pression, il va falloir qu'elle soit gérée par le staff, par la coach, que les joueuses elles-mêmes prennent conscience de cet événement et puissent se permettre de s'aérer l'esprit, de ne pas trop se prendre la tête, de jouer simple comme elles peuvent et comme elles savent le faire en général. Donia, le match d'ouverture, c'est au Parc des Princes. Est-ce qu'on peut imaginer avoir 45 000 personnes stade à guichet fermé pour ce match d'ouverture? Oui, c'est possible. Moi, à l'Euro, j'ai vu que le match d'ouverture, c'était plein. Parce que là, ils ont quand même choisi des gros stades. La finale va se jouer au Parc OL, plus de 50 000 places. Il va falloir remplir ces stades. Voilà, on a sorti les influences moyennes de l'équipe de France, 15 500 en 2016. Bon, il y a une augmentation quand même de 13 500 par rapport à 2011-2012. 2019, c'est le virage à prendre pour les filles, Stéphane? Ouais, moi je pense qu'elles peuvent remplir ces stades parce que comme je le disais maintenant, il y a de plus en plus de petites filles qui s'intéressent au foot, qui pratiquent le football. Du coup, leurs parents s'impliquent et découvrent le football, des mamans découvrent le football via leurs petites filles. Et la Coupe du Monde en France va permettre à toutes ces petites filles de pouvoir aller sans doute voir les matchs, donc leur famille. Il va y avoir vraiment un éclairage sur le foot féminin en France, même s'il existe déjà, mais là ça va vraiment ça va être quelque chose de grandiose pour le foot féminin. On l'espère, Donia. Oui, c'est pareil. Déjà Canada, ils ont fait vraiment sensation. Ils ont eu 780 millions de téléspectateurs global, donc moi j'attends 1 milliard, quoi. C'est vraiment... Hein, on espère pour les filles. Hein, bien sûr. Puis c'est en Europe, donc là ça va attirer tous les pays européens. Donc j'espère que... Je ne sais pas si l'Islande va se qualifier, mais on aimerait bien les avoir en France, quoi. On verra bien. On peut espérer quoi sur les derniers résultats, en tout cas internationaux des filles? On a la Coupe du Monde, 4e en 2011, quart de finale en 2015. On a les Jeux Olympiques, qui sont quand même très importants chez les filles. Les Jeux Olympiques, 4e en 2012 à Londres, et donc quart de finale au Brésil à Rio. Donia, les filles nous ont souvent, on va dire, pas déçus, mais bon, un peu quand même sur les grosses compétitions. On peut attendre quoi d'elles sur cette Coupe du Monde 2019 qui va arriver très vite? Moi, je pense qu'il faut les laisser respirer, les laisser sereines. Les Pays-Bas, elles étaient sereines, hein, et c'est comme ça qu'elles ont gagné. Moi, je suis allée au KNVB des Pays-Bas et je voyais les joueuses, elles étaient détendues, il y avait une atmosphère agréable, et c'est ça qui a fait qu'elles ont gagné, les pauvres. Les Bleues, il y a trop de pression autour d'elles parce que les gens n'y connaissent rien. Non, mais c'est vrai, hein. Les gens aiment bien les critiquer alors que la plupart du temps, ils ne les voient même pas en match, ils ne sont pas là au stade. Et ils osent quand même dire oui, elles ont eu ça, elles n'étaient pas bonnes, elles n'étaient pas cela. Alors qu'il faut les laisser un peu respirer, quoi. Stéphane, une petite réaction? Oui, moi j'ai une réaction qui ne va pas être très sympa, mais il ne faut pas oublier d'où on vient, hein, le passé footballistique de la France. J'ai envie de dire que depuis 1998, la France est devenue un pays de footix.
Parce que sur le foot féminin, en toute honnêteté, combien de personnes réellement s'intéressent au foot féminin? Combien de personnes le lundi matin arrivent à leur bureau, chez eux, et regardent les résumés des matchs de D1 féminine? Je suis pas... Allez, il doit y en avoir peut-être 10 000 en France, en toute honnêteté. Donc c'est-à-dire que cette pression qui sera sans doute mise sur leurs épaules, elle sera véhiculée par des personnes qui ne seront pas à même de les juger, de connaître le sujet. On va passer à la deuxième partie de cette émission. La deuxième partie de l'émission, c'est donc la tribune, et on va s'intéresser à l'avenir du foot féminin. C'est donc parti pour la tribune. On va parler médiatisation et professionnalisation des équipes féminines. On va commencer avec la médiatisation, avec quand même les droits TV qui ont sacrément augmenté pour la Coupe du Monde. On a pris le parallèle avec donc 2015. W9 avait dépensé 800 000 € pour avoir les droits de la Coupe du Monde. En 2019, en France, le groupe TF1, on va dire, a envoyé 10 millions sur la table pour récupérer les droits. On s'attend clairement à un carton, et c'est ce qu'attendent les filles, franchement, Stéphane? Elles attendent que ça, d'être mises en valeur, qu'il y ait un focus sur elles. Je ne dis pas qu'avec W9, elle n'en avait pas. Sauf que là, on va pouvoir, les Français vont pouvoir regarder d'autres matchs que l'équipe de France. Donc du coup, il va y avoir un vrai projecteur sur les filles, quoi. Ouais, de toute façon, en plus, on voit que la qualité du jeu du foot féminin s'améliore d'année en année en année. Là, on regarde l'Euro, c'était quand même une nation comme l'Islande, qui je pense n'avait jamais rien fait en compétition européenne, est arrivée et a fait en fait un peu comme les hommes à l'Euro 2016, avec une défense assez serrée, des supporters avec un clapping, et ils nous ont fait le copier-coller, les Islandais. Oui, mais moi j'avais parlé avec une Islandaise, donc elle m'avait dit qu'il serait chaud, et ils ne m'ont pas déçu. Moi j'ai bien aimé ça. Mais pour parler de la médiatisation, il faut dire que W9 c'était Canada, là c'est la France. TF1, ils ont eu aussi la Coupe du Monde 2018, donc moi France Télé, ils m'ont dit qu'ils étaient obligés en fait de racheter la Coupe du Monde 2019 parce que c'est dans le package. Donc c'est juste ça. Donc c'est pas parce que voilà, il y a un gros attrait sur la Coupe du Monde. Les Bleus, elles seront pas favorites à la Coupe du Monde. Ça, il faut le dire clairement maintenant. Là, il faut être qu'elles soient sereines, qu'elles soient tranquilles sur ça. Il ne faut pas leur mettre trop de pression. Elles n'en ont pas besoin. Elles, ce qui les intéresse, c'est vraiment plus la médiatisation, c'est vraiment gagner. Et c'est sur ça qu'elles vont se concentrer, pas du tout sur la médiatisation. En termes d'audience, l'Euro a fait entre 3 millions et 3,5 millions sur France 2 pour les filles, ce qui est franchement pas mal. C'est mieux que des audiences de Coupe de France ou de Coupe de la Ligue chez les hommes. Donc c'est même mieux que la finale, je crois, de Coupe de France ou de Coupe de la Ligue. Donc c'est quand même très intéressant. Le pic d'audience, il avait atteint en quart de finale sur W9 d'ailleurs, Stéphane, avec un pic à 5,3 millions. Dounia, est-ce qu'on peut par exemple espérer que les filles, si elles atteignent, je sais pas, demi-finale, finale, on peut avoir des pics d'audience à plus de 10 millions sur TF1 en 2019? Totalement. C'est l'objectif. Franchement, je ne pense pas que ce soit l'objectif, mais tant mieux. Moi, je pense que l'objectif, là, franchement, c'est vraiment de gagner un trophée. Il y a déjà eu une petite Coupe du Monde, on va dire, la Coupe du Monde militaire en 2015. Moi, j'étais à la finale, c'était contre le Brésil. Et c'était sensationnel de voir les Bleus gagner, les Bleus militaires, mais les Bleus gagner, c'était un moment magique. Stéphane, les filles, en 2019, vont découvrir quelque chose qu'elles ne connaissent pas beaucoup. Lyon, quand ils jouent au Parc OL, ils font 5 000, 10 000 personnes, grand maximum. Paris, c'est pareil au Parc des Princes. Quand elles vont jouer au Parc des Princes, 5-10 000. Elles n'ont jamais vraiment joué devant, je sais pas, plus de 40 000 personnes, les filles. Dounia, si je me trompe, ou Stéphane? Après, les affiches où il y a le plus, je ne sais pas si vous avez regardé, mais les affiches où il y a de plus de spectateurs, spectatrices en D1 féminine, c'est sans doute PSG-OL. C'est plus facile de remplir un stade avec PSG-OL que de remplir un stade avec, et sans manquer de respect aux Messines, PSG-Metz ou OL-Metz. Cette Coupe du Monde, elle pourra quand même proposer des affiches Islande-Brésil, par exemple, ou un France-Pays-Bas. Je pense qu'il y aura déjà plus de monde. Il y aura un engouement qui sera décuplé par la présence de ces pays, des supporters de ce pays. Donc oui, pour moi, je pense que ça peut être une très belle Coupe du Monde en France, et que les supporters vont reprendre présent. Dounia, il y a la Coupe du Monde en 2019, mais il y a aussi les Jeux Olympiques en 2024 à Paris. Les filles vont avoir 5 ans
pour nous sortir 2 grosses compétitions. Sans oublier la Coupe du Monde, il y a la Coupe du Monde des jeunes l'année U20 l'année prochaine, c'est ça? Oui, exactement, en Bretagne. En Bretagne. Ah, ce serait excellent ça. C'est vraiment cette Coupe du Monde U20, oui. On parle de l'avenir. Oui. Pour mieux préparer une Coupe du Monde, si les filles en U20 cartonnent, on peut se dire déjà qu'en 2019, on aura une génération qui est déjà en confiance, qui a des résultats sur des équipes internationales de grands standings comme le Brésil, le Japon ou encore les États-Unis. Dounia, sur les U20? Les U20, moi, elles m'ont impressionné là déjà cet été. Personne ne les voyait en finale. Et elles y sont arrivées. Franchement, je les ai adorées. Elles ont fait 6-1, si je me rappelle bien, contre l'Italie. Elles nous ont régalé. Il y a de sacrées pépites. Moi, je pense à Christy Gavori, Emeline Laurent, Mathilde Bourdieu. Il y en a tellement que je ne pourrais pas toutes les citer, mais elles sont magnifiques. Elles ne se posent pas de questions. Ça se voit que quand elles jouent avec le cœur. Et c'est ça qu'on apprécie chez elles. Et je pense peut-être qu'il y en a qui vont se dégager pour être là en 2019. Tu viens de citer 3 noms que absolument, je pense, peu de gens connaissent. Et ça se trouve, dans 2 ans, elles seront en une de l'équipe, en train de faire la fête au Parc des Princes pour le match d'ouverture. Ce qui est intéressant aussi dans l'avenir du foot féminin, c'est la professionnalisation. Tu l'as dit, Stéphane, tout à l'heure, que maintenant chaque équipe professionnelle chez les hommes était obligée d'avoir une section féminine. Toi, ton cas personnel, tu as vécu une fusion cet été avec Juvisy et le PFC. Paris a racheté Juvisy. Comment ça se passe au quotidien, Stéphane? Au quotidien, donc en fait, le PFC s'est rapproché de Juvisy en absorbant le club pour permettre à Juvisy de pouvoir rester dans le monde du foot féminin. Du coup, maintenant, ce n'est plus qu'un seul et même club, ce qui permet au Paris FC d'avoir une équipe en D1 féminine. Et voilà. Dounia, le PFC réalise un très très bon début de saison, notamment avec Gaëtane Tiné qui est la star de l'équipe. C'est intéressant cet exemple de fusion de Juvisy qui était vraiment un club historique de la D1 féminine et le PFC qui est le petit nouveau, qui chez les hommes vient de monter en Ligue 2 et essaye de construire ce nouveau club à Paris. Et ils m'ont racheté Juvisy pour permettre à Juvisy de rester dans l'élite et aussi bien sûr de pouvoir agrandir l'effectif en termes de filles. Dounia, à ton avis? Moi, j'ai fait un petit passage au Paris FC il y a 5 ans. Et je me rappelle que l'équipe avait été plus ou moins dissoute à ce moment-là parce qu'il n'y avait pas assez de filles, c'était pas assez sérieux, encadré. Et je l'avais dit à mon coach à l'époque, qui m'avait presque tout appris, moi, dans le football. Et je lui avais dit que tu verras, dans 5 ans, le PFC sera en D1 féminine. Et je n'ai pas compris comment ça s'est fait, mais quand j'ai vu le rapprochement avec Juvisy, j'ai fait, mais c'est extraordinaire, c'est phénoménal. Ça change tout d'être en D1 féminine? Pour toi qui travailles avec les filles dans le pôle espoir, qui ne sont pas encore dans le pôle élite, c'est vraiment important d'avoir une D1 féminine? Alors, c'est une vraie locomotive? Ouais. C'est vraiment important. Après, maintenant, ça les pousse à travailler pour aller chercher une place chez les plus jeunes pour évoluer en U19 nationaux, puisqu'à partir du moment en D1, en féminine, si tu as ton équipe première en D1 ou en D2, tu peux évoluer en U19 nationaux. Donc ça déjà, c'est très bien pour les filles. Ça leur permet d'être au niveau national. Ensuite, chez les plus jeunes, nous, je crois, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je pense que avec la fusion des 2 clubs, on doit être à plus de 350 filles en termes d'effectifs, ce qui est énorme. Je me demande si on n'est pas devant le PSG. C'est un plus pour ces petites filles. Ces petites filles, elles vont aller voir des matchs de l'équipe féminine. Elles vont avoir des modèles qui évoluent en D1, qui évoluent en équipe de France. Ça peut être que du bénéfique, tu vois. On va retrouver Julie Soyer, qui est une joueuse du Paris Football Club et qui nous parle donc de l'avenir du foot féminin. Le championnat est maintenant télévisé, donc pas en totalité, mais voilà. Il y a encore une évolution de ce côté-là aussi. L'équipe de France est bien médiatisée, mais voilà, ça peut être encore plus soutenu par les instances et encore plus soutenu par les médias et tout l'extra-sportif. Les grandes villes, je pense qu'elles n'ont pas trop le souci de ramener des licenciés, mais c'est peut-être un peu plus compliqué pour les ligues ou les districts qui sont un petit peu plus esselés. Donc peut-être favoriser un petit peu ce côté-là pour ramener un peu
du nombre de licenciés. Et puis ça, je pense que le football de masse, ça passera par là aussi. Hein. Inviter les petites filles, que ça soit de moins en moins choquant de jouer au foot à 5-6 ans. Et pas que contre des garçons. Voilà, c'est du football de masse. Donc il faut commencer dès le plus jeune âge. Et après, voilà, au niveau de la médiatisation, bien sûr, peut-être faire des focus un petit peu plus sur les grandes joueuses, etc., pour donner peut-être envie encore plus aux jeunes de s'investir dans ce sport-là. On a écouté Julie Soyer. Dounia, par exemple, typiquement, il y a une freestyleuse qui est très connue, qui avait dribblé tous les joueurs du Paris Saint-Germain, des U19 du PSG. C'est des coups médiatiques comme ça qu'il faut réaliser pour montrer que le foot féminin existe en France? C'est compliqué à dire. Sincèrement, là, moi, je pense qu'à 2 ans de la Coupe du Monde, il faut des journalistes compétents. S'il n'y a pas des journalistes compétents qui s'y connaissent vraiment dans le foot féminin et qui posent des bonnes questions, vaut mieux s'abstenir. Moi, je pense qu'on n'a plus besoin de médiatisation, il faut les laisser se concentrer sur elles-mêmes. Et voilà. Bon, quand même, en termes de stats et de licenciés, on était à 106 612 en 2016. C'est quand même une augmentation, Stéphane, de plus de 83%. Enfin, c'est énorme, 83% depuis 2012. C'est énorme. Toi, tu le sens aussi au club? Oui, totalement. Ouais. Tu as vraiment de nouveaux joueuses ça se démocratise beaucoup. Hein, ça se démocratise de plus en plus. Maintenant, les petites filles, elles peuvent plus facilement dire j'ai ma copine qui joue au foot, maman, est-ce que je peux aller jouer au foot avec, quoi. Donc la maman va emmener sa fille au foot. Ça se démocratise la pratique du foot. Maintenant, les garçons jouent avec les filles dans les cours d'école. Ce qui fait et en plus la Fédé, les collectivités misent quand même sur ça, sur la pratique du foot féminin. Avec cette Coupe du Monde, les clubs ont des aides, la Fédé subventionne. Donc finalement, il y a vraiment il y a vraiment et je suis sûr qu'en 2019, il va y avoir encore plus de licenciés. C'est une certitude. L'objectif, c'est de le doubler, ce chiffre, hein, très clairement, sur 2019. Le doubler en 2019, ouais, c'est peut-être l'objectif. Je ne sais pas, je pense on sera peut-être très proche. Le doubler, ça me semble assez dingue de dire ça. Mais comme le disait Julie dans sa petite interview, c'est surtout dans ces petites ligues ou ces petits districts qu'il faut aller chercher ces licenciés. Je suis originaire du Berry, il y a des clubs qui sont obligés, eux, de faire des fusions même à plusieurs clubs, 3-4 clubs, de faire pour avoir un nombre de joueuses suffisant. Donc, Dounia, à ton avis? Sur la médiatisation ou sur la professionnalisation, sur ce que vient de nous dire Stéphane par rapport au fait que les petites filles maintenant peuvent aller jouer au foot à 5-6 ans. Je suis bien placé, j'entraîne des U9 et voilà, j'ai des filles dans mon effectif cette saison et elles mettent pas mal la misère à mes garçons s'ils me regardent. Oui, c'est bien parce qu'elles ont des exemples maintenant, elles ont des exemples féminines, c'est-à-dire elles ont Camilla Billy, elles ont Eugénie Le Sommer, elles ont Gaëtane Tiné aussi, donc forcément elles se reconnaissent plus, elles ont plus confiance en elles et elles ont plus la capacité de franchir ce pas, d'aller en club, de s'inscrire, de voir comment ça se passe. Moi je vois des petites filles hyper joyeuses de jouer et c'est leur famille aussi, il faut que leur famille soit derrière elles pour les engrainer à ce qu'elles puissent jouer sans trop de complexitude, quoi. Puis on peut s'attendre aussi à chaque fois à un boom après une compétition internationale, comme ça se fait chez les garçons. Après une Coupe du Monde, il y a toujours cet effet de curiosité chez les parents. On va mettre mon enfant au foot, parce que j'ai regardé la Coupe du Monde avec ma fille cet été, c'était trop bien. Je vais mettre ma fille au foot. En tout cas, on espère que ça va encore se professionnaliser, être encore plus médiatisé, et que bientôt le foot féminin soit l'égal du foot masculin. On en est encore loin, mais on espère, hein, Dounia, on y travaille. Ah, c'est compliqué là, ça va être compliqué parce qu'il faut quand même garder, en fait, on va dire, cette certaine simplicité qu'on peut voir dans le football féminin, cette certaine proximité, des valeurs qui ne sont pas du tout les mêmes entre le féminin et le masculin. Elles sont plus terre à terre, je pense, et voilà. Stéphane, une petite dernière réaction avant qu'on se quitte. Je suis d'accord avec elle. Déjà, alors, pour moi, c'est le même sport, mais c'est pas le même football. C'est pas le même football qui est pratiqué chez les garçons et chez les filles. C'est pas le même environnement. Voilà. On sent. C'est une joie de jouer. C'est totalement différent. Je suis encore joueur chez les garçons.
J'ai entraîné des garçons, mais je préfère l'aspect du jeu et ce que le football féminin véhicule comme image. Merci à vous deux d'avoir été avec nous aujourd'hui pour ce Total Foot spécial foot féminin. Stéphane, c'est quoi le programme pour ce week-end? Alors le programme ce week-end, c'est la reprise me concernant du championnat DHR avec l'équipe 3 du Paris FC. Bon, Dounia, t'es où ce week-end? Je sais que tu suis pas mal les clubs de l'élite, de Ligue 1 féminine. Tu es où cet été? On va voir le match de ce week-end. Match de ce week-end, PSG LOSC, ça va être extraordinaire comme match. Extraordinaire. Ah oui. C'est au camp des loges? Il faut le voir, il faut y être. Hein. D'accord, c'est au camp des loges ou à Charity? Au camp des loges. Au camp des loges, d'accord. Bon, rendez-vous au camp des loges pour ce PSG LOSC. Il n'y aura pas Marcelo Bielsa, mais à mon avis, ça peut mieux jouer que le Lille de Marcelo Bielsa. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce Total Foot spécial foot féminin. On se retrouve très vite et dès lundi pour une nouvelle émission. Merci à tous et bien sûr, football plaisir tout le week-end.